tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Base. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission ou qui tombent pour la première fois sur un épisode, eh bien le concept est très simple, ça s'appelle La Base et dans La Base on pose les questions de base, les questions que tout le monde se pose sur plein de sujets. Alors on a eu de la politique, du sport, des faits divers, d'ailleurs vous étiez très nombreux à réagir sur les dernières émissions, donc merci à tous d'avoir regardé, d'avoir liké, d'avoir commenté, d'avoir partagé, continuez, ça nous donne beaucoup de force, donc merci beaucoup. Et cette émission sur le papier va être exceptionnelle, je pense que ça va être ma préférée. Je vais vous dire pourquoi, je pense que vous le voyez déjà. Il y a une hôtesse de l'air et un pilote, un commandant de bord. Vous allez voir que ce n'est pas n'importe quelle hôtesse de l'air, ce n'est pas n'importe quel pilote, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et on va parler d'un sujet avec eux qui me passionne et qui, je suis sûr, vous aussi vous passionne à la maison, ce sont les avions. Alors les avions c'est très large, il y a plein de sujets qu'on va aborder dans cette émission. L'angoisse, si vous avez peur de prendre l'avion, on va vous donner des techniques. Et puis toutes les questions qu'on se pose quand nous on est passagers, qu'on prend un vol, et bien toutes les questions qu'on se pose sur les avions, sur les pilotes, sur les hôtesses de l'air, et bien on va répondre à tout ça avec eux dans un instant. Les turbulences, les retards, les problèmes de bagages, les plateaux repas, forcément pas excellent, hein, on va pas se mentir. On va leur poser toutes les questions et n'hésitez pas, vous aussi d'ailleurs, si vous avez des questions à leur poser, mettez des petits commentaires. Je commence par l'arrobase, petite présentation de nos invités et je vais commencer honneur aux dames. Par bonjour. Chloé, bonjour. Vous avez 28 ans. Vous êtes donc hôtesse de l'air. PNC, c'est personnel navigant, c'est commercial. Ça commercial, voilà. Alors après un bac S, vous allez à la fac d'Avignon, puis à l'école supérieure européenne de packaging pour y faire une licence sur les métiers de l'emballage. Donc sur le papier, rien à voir. Mais après le Covid, vous changez totalement de voie et vous passez un diplôme pour devenir personnel navigant. Aujourd'hui, vous êtes hôtesse de l'air pour une très célèbre compagnie. Ça va, tout se passe bien ? Tout se passe super bien. Vous êtes heureuse ? Très heureuse. Vous aimez votre métier ? J'adore mon métier. En face de vous, il y a Jean-Jacques. Il a 60 ans, il est commandant de bord, il était commandant de bord. Vous habitez Toulouse. Merci d'être avec nous. Et vous êtes venu aujourd'hui sur Paris rien que pour La Base. Donc déjà, merci beaucoup. Avec plaisir. Pilote pendant environ 30 ans, commandant de bord chez Britair, puis Hop, c'est une filiale d'Air France. Vous avez plus de 10 000 heures de vol à votre actif, principalement sur des courts et moyens courriers. Court et moyen courrier, c'est quoi? C'est jusqu'à 4 heures? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en fait la France, l'Europe et le bassin méditerranéen. Magnifique, donc des belles destinations. Vous êtes ancien vice-président national du SNPL, qui est le syndicat national des pilotes de ligne. Pilotes de ligne, exactement. Et vous présidez aujourd'hui le comité de discipline. Oui, c'est la dernière fonction que j'ai conservée. Vous êtes papa de 3 enfants? Absolument, à ma connaissance. Et si je dis ça, c'est pas pour rien, puisque la personne qui est en face de vous, c'est votre fille. Oui, absolument. Mais c'est incroyable. On a aujourd'hui un pilote, une hôtesse de l'air, déjà je suis très content, mais en plus on a un papa et une fille. Si on fait ce métier aujourd'hui, c'est grâce à papa? Un petit peu, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? C'est de prendre l'avion avec lui? C'est de le voir partir en voyage toutes les 5 minutes? C'est plus compliqué en fait, parce que je me suis réorientée donc, à la fin de mes études. Et j'avais besoin de trouver quelque chose, un métier où je puisse bouger tout le temps, où je sois pas assise derrière un bureau, où je peux aussi être en contact avec de la clientèle, un métier de représentation. Et j'y avais jamais vraiment réfléchi. Et à un moment, pendant le Covid, je me suis beaucoup remise en question et j'ai trouvé je me suis dit, mais en fait, ça a toujours été devant moi. Et parfois, quand on a les choses devant nous, on s'en rend pas compte. Et je me suis dit, go. Et puis j'en ai parlé à papa et... Il était d'accord. Ouais. Comment vous avez réagi quand votre fille vous a dit je voudrais être hôtesse de l'air, devenir hôtesse de l'air? Très simplement, elle avait fait un master 2, donc elle bossait plutôt bien, quoi. Voilà. Elle avait commencé à bosser en entreprise et puis un jour elle est venue me voir en me disant papa, tu sais quoi, j'ai pas envie de bosser de 9h à 18h, 5 jours sur 7, pendant 40 ans, dans un bureau, devant un ordinateur. Et je lui dis, ok, donc, et elle me dit, j'ai réfléchi, j'ai envie d'être hôtesse de l'air. Comment vous avez réagi? Simplement en disant, c'est une bonne idée, ça, voilà. Ouais. C'est peut-être pas la peine de faire un bac plus 5 pour ça, mais après tout, pourquoi pas, voilà. Et vous êtes fiers aujourd'hui de l'avoir Ah oui, évidemment. Avec son uniforme, son petit foulard. Oui, et puis elle est surtout épanouie, elle est heureuse. Comme diraient les jeunes, elle vit sa meilleure vie, là, je vous le dis. Est-ce que vous avez déjà pris un vol avec elle? Non, pas encore. Non, pas encore. Non, faut qu'elle m'emmène. Elle vous a jamais servi un petit verre de soda, là, comme ça? Pas encore. Pas encore. Bon, ça ne saurait tarder, je pense. Et restez avec nous, puisque dans un instant, on sera avec Aurélie Barnabo. C'est une célèbre psychologue, conférencière et auteure qui viendra répondre à toutes les questions pour ne pas stresser avant de prendre l'avion. Elle nous donnera plein de conseils. Elle nous dira aussi comment les familles peuvent se reconstruire après
après des terribles drames comme celui qu'on a connu il y a quelques jours en Inde avec le crash du vol Air India qui partait d'Inde pour aller en Angleterre. Elle sera avec nous dans un instant, donc restez avec nous, elle répondra à toutes vos questions si vous êtes angoissé, si vous avez peur de l'avion. Alors, on reste dans l'arobase et j'ai plein de questions à vous poser. Au commandant de bord, attachez vos ceintures, un lancement bien ringard. Donc, vous êtes commandant de bord. Je voulais savoir, déjà, ça consiste en quoi votre métier? C'est quoi une journée type de pilote d'avion? Eh bien, on arrive aux opérations. En principe 1 heure et demie avant le début du vol qui est programmé. Voilà. À partir de là, on va s'assurer que tout l'équipage est présent, parce que peut y avoir quelqu'un qui a un souci. Voilà. Donc, on va réunir dans un premier temps l'équipage. On va vérifier que tout le monde est bien là. Une fois que tout le monde est bien là, on va sortir ce qu'on appelle le dossier de vol. C'est-à-dire dedans, on va avoir des informations météo, des informations sur en fait tout ce qui va concerner le ou les vols qu'on va effectuer. Sur court courrier, souvent on fait plusieurs vols dans la journée, donc on va avoir toute la rotation avec le nombre de passagers, les particularités, bref. Et à partir de là, en fonction des conditions du jour, du terrain duquel on va partir, vers le terrain vers lequel on va aller, eh bien on va décider de l'emport du carburant, qui est un élément important. Et puis on va aller à l'avion et puis on va préparer l'avion pour accueillir les passagers, pour pouvoir effectuer le vol. Voilà. Est-ce que c'est similaire vous pour une hôtesse de l'air? Est-ce que c'est le même type de journée? C'est dans les grandes lignes oui, mais c'est un petit peu différent. Moi je suis sur long courrier. Donc déjà on arrive un peu plus tôt pour faire notre briefing. Donc long courrier, c'est des vols de combien d'heures? Le plus court pour nous ça va être 6 heures à peu près et le plus long on est sur 12 heures. 12 heures? Ouais. Pendant 12 heures vous travaillez sans vous arrêter? Alors on a des pauses qui se font entre les services pour qu'on puisse aussi se reposer aussi, principalement sur les vols de nuit, pour qu'on puisse être en forme à la fin. Et vous préférez les longs courriers ou vous aimeriez peut-être faire des plus courts courriers comme votre papa le faisait? Alors c'est différent parce que moi j'ai la chance de faire à peu près en moyenne 4 allers-retours par mois. Ce qui fait que quand je suis pas là, je suis vraiment pas là parce que je dors dans les hôtels et après je rentre. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup de temps libre aussi. Là où sur le cours, tu rentres plus souvent dormir chez toi, mais tes journées sont un peu différentes. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on peut se dire entre nous quand même que vous avez la belle vie, quand même, vous voyagez tout le temps. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques destinations que vous faites, Chloé? Je fais principalement donc les Antilles, donc Guadeloupe, Martinique et l'océan Indien, île de la Réunion. Là où il pleut tout le temps, où il fait très l'île froid. Maurice. L'île Maurice, oui. Allez-y, rendez-nous jaloux encore, Chloé. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites d'autre encore, quoi? Les Bahamas, les Maldives? Non, on va faire après Mayotte, Madagascar. Oui, ouais, c'est vraiment des destinations. C'est la Bretagne, quoi. C'est la Bretagne, c'est le nord de la France où il pleut tout le temps, quoi. C'est plutôt sympa. Bon, c'est une belle destination, ça, quand même. C'est chouette. Ouais. Est-ce que quand même c'est un métier où vous arrivez à profiter, à voyager, à voir plein de destinations, même si vous restez un court moment à chaque fois, c'est quand même incroyable, non? Alors c'est incroyable, après ça va dépendre aussi de la longueur des rotations qu'on a, parce que parfois on n'a que 24 heures, parfois on a 48 heures, et quelquefois on a plus des 72 heures, donc quand on commence à avoir des 48 heures, on peut louer une voiture, aller découvrir un petit peu, mais c'est principalement aussi pour qu'on puisse se reposer, pour pouvoir assumer la nuit qui nous attend pour le retour. Bon, après si c'est que 24 heures, j'imagine quand même que vous êtes dans un hôtel payé par la compagnie avec une petite piscine en train de bronzer sympa. À Madagascar, ça va, c'est sympa, non? Notre petite sieste au bord de l'eau. Ah, c'est pas mal, là, c'est pas mal. Vous aussi, le fait de voyager comme ça, c'est ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Il y a eu plusieurs choses en fait. D'abord, je trouve que c'était un beau métier, voilà. Puis les avions, voilà, j'avais été attiré par les avions, donc à partir de là, j'ai tout fait pour un jour me retrouver à bord d'un avion et je considère que j'ai eu beaucoup de chance. La vie a été plutôt généreuse à mon égard, voilà. Bon, là on parle des choses hyper cool, hyper sympas, et d'ailleurs dans un instant on va répondre à toutes les questions que vous posez sur les turbulences, sur les bagages, pourquoi on met le mode avion dans un avion, d'ailleurs c'est une question qu'on peut se poser. Il y a plein de petites questions comme ça que j'ai envie de poser au commandant de bord et à l'hôtesse de l'air, et puis on parlera de choses un peu moins sympas, des crashs, des accidents aériens. Malheureusement ça arrive, c'est arrivé il y a quelques jours avec le vol d'Air India, et puis je vous rappelle qu'on sera avec une grande psychologue qui viendra dans un instant nous donner les conseils un petit peu pour ne pas angoisser avant l'avion, et puis on parlera aussi du crash et de savoir comment gérer l'après avec les familles, comment elles arrivent à se reconstruire après un terrible drame. Donc restez avec nous, c'est dans un instant. Nous, on prend l'avion, on arrive à l'aéroport et on a une petite canette dans la main. On est obligé de la jeter. On peut pas rentrer avec dans l'avion. Pourquoi? Est-ce que on peut cacher une bombe nucléaire dans une canette de thé glacé? C'est presque ça.
Ouais, c'est presque ça. En fait, ils se sont rendus compte que on était en mesure de faire des mélanges de produits détonnants dans des petites bouteilles. Et donc, c'est pour ça que les liquides sont limités en quantité et même les bouteilles vides sont limitées pour éviter de faire des mélanges de différents produits. Mais bon, si c'est une bouteille d'eau, on va pas citer de marque, mais où on voit que c'est translucide et tout. Ouais, mais là, ça peut être plein de choses différentes. Oui, des il faut produits. voir avec le préfet. Ils ont pris des mesures, mais sinon, faut arriver 2 jours avant. Hein, s'il faut goûter l'eau, s'il faut faire des analyses de l'eau. Non. Donc, ils ont pris en compte ce qui s'est passé. De toute façon, d'une manière générale, l'aérien fonctionne sur le retour d'expérience. C'est-à-dire que à partir d'attentats, parce que c'est de ça dont on parle, c'est de la sûreté. Donc, à partir d'attentats, ils se sont rendus compte qu'on était capable de planquer dans des chaussures des explosifs. On était capable, voilà. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais on se rend compte qu'il y a eu à un moment donné des gens qui ont l'envie et les moyens, et à partir de là, on va contrer. En fait, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, une petite question sur vous, sur votre métier. Après, on va revenir sur les questions qu'on peut se poser en tant que passager. Combien ça gagne un pilote et combien ça gagne une hôtesse de l'air pour ceux qui ne savent pas? Ça va dépendre. On parle tout de suite des choses franches. Ouais, ça va dépendre. Ça va dépendre d'abord, avant d'être commandant de bord, on est copié un certain nombre d'années. Copilote, pardon. Et donc un copilote gagne moins qu'un commandant de bord, évidemment. absolument. Alors après, ça va dépendre des compagnies aussi. C'est comme dans tous les boulots. Je présume que il y a des chaînes télé qui payent mieux que d'autres. Et il y a des compagnies qui payent mieux que d'autres. Bon, la base, pour l'instant, ça paye pas énorme. Donc voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui étiez chez Britair, puis ensuite Hop, une fourchette, si vous voulez pas donner les Non, mais je vais vous dire au maxi. Alors moi, j'ai 26 ans d'ancienneté, donc je suis pas parmi les plus jeunes. Donc à un moment donné, voilà, ça commence à très très bien gagner notre vie. Au maximum, j'ai dû gagner, je sais pas, aux alentours de 15 000 euros net par mois, et en moyenne, j'étais entre 12 et 14 000 net par mois. Voilà, sur court courrier, sur long courrier, c'est plus, évidemment. Voilà. Combien? Je sais pas, vous rajoutez 7-8 000 euros. Net, en plus. Oui. Donc on peut monter à 25 000 euros. 20 000, 25 000. 22 000. Après, si on est instructeur, on va avoir des primes en plus. Après, si on fait plus d'heures de vol, parce qu'en fait, on est payé à l'heure de vol, donc plus on va produire. C'est payé combien une heure de vol en moyenne? Ça va dépendre, en fait, de l'ancienneté, de la machine, ça va dépendre de plein de choses. Voilà, il y a des grilles de salaire, tout ça est très normé, très très normé. Il est évident que si on est dans le groupe Air France, on n'a pas le même contrat de travail que si on est chez Ryanair. Voilà, donc les pilotes après vont aller chercher un contrat de travail plus avantageux, et c'est bien normal. On se parle franchement, est-ce que c'est surpayé, sous-payé ou payé ce qu'il faut? Non, moi je considère que il y a des fois, le nombre de fois où j'ai pu dire, je suis pas assez payé pour ce que je fais, parce qu'il y a des fois, je peux vous dire que faut le ramener, le camion, quand il pleut, quand il fait moche, quand il y a la tempête. Voilà, faut le ramener. Voilà, on parle d'un avion, pas d'un camion. Non, mais faut le ramener, quoi. Ouais. Voilà, et des fois c'est compliqué. Non, c'est de la technicité. C'est toujours pareil, en fait. La réalité. Pour ceux qui nous regardent, dire 15 000 euros par mois, qui ont un salaire énorme, pour ceux par exemple qui sont à l'usine ou qui ont aussi des métiers pénibles. J'entends. Non, mais voilà. Après, je sais pas quoi vous dire. Évidemment que ces gens-là ne déméritent pas. Voilà. Il faut le dire. Vous faites beaucoup d'études, c'est très technique. Vous avez la sécurité de très nombreux passagers à bord. En réalité, alors je vais vous le dire autrement, je suis payé comme un chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que en réalité, pendant 2 ou 3 jours, on va me confier des salariés, une machine-outil à faire tourner, des clients à satisfaire, et je vais être patron de cette usine. Ouais, c'est une petite boîte. C'est une boîte. Il va falloir que je la fasse tourner. Voilà. Je suis patron de cette boîte. 200 personnes, quoi. Oui, mais c'est une boîte et il va falloir que je la fasse tourner. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai la responsabilité pénale de tout ça. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut un moment. Voilà. Et j'ai presque envie de dire, si on fait un benchmark sur ce qui se passe dans les compagnies aériennes... benchmark ? Benchmark, c'est une comparaison. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que c'est lié à une profession qui est très particulière. Mais je reconnais qu'en tant que salarié, il y a peu de salariés qui ont ce type de salaire. Par contre, c'est pour ça que je l'ai comparé à un chef d'entreprise. Parce que vous avez un copilote qui est avec vous, qui fait quasiment les mêmes tâches, voire les mêmes tâches. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il va commencer sa carrière à 4 500 euros à peu près, et puis après ça va monter évidemment en fonction de l'ancienneté, en fonction de la compagnie, c'est toujours pareil. Et vous, très rapidement, en tant qu'hôtesse de l'air,
Combien vous êtes rémunéré? Alors en fait, ça fonctionne de la même manière par ancienneté, par heure de vol. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans ma compagnie. Donc vous démarrez? Je démarre et les petits mois, je suis à peu près à 2002 net. Et les gros mois, je peux monter à 3000 net. Pareil en fonction du nombre d'heures de vol? En fonction du nombre d'heures de vol, les heures de jour, les heures de nuit. Quand vous entendez les salaires de votre papa qui était pilote, vous dites pas, finalement, j'aurais peut-être dû choisir pilote? On n'a pas les mêmes responsabilités. On fait pas le même travail. Il s'occupe de nous tous, mais il a toute la responsabilité, que ce soit du personnel navigant commercial, de tous les passagers. C'est quand même beaucoup de poids sur les épaules. Bien sûr. Bon, restons sur les sous un petit peu. Est-ce que vous pouvez voyager gratuitement, partout, tout le temps? Oui, pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Oui, c'est-à-dire qu'il reste des places dans les avions, c'est ça? Vous devez réserver s'il reste des places. Oui, on peut monter s'il reste de la place pour faire simple, et c'est pas gratuit, on paye un certain nombre de choses. Alors, par rapport à un passager normal, c'est moins cher, mais voilà, c'est un avantage qui est lié au contrat de travail. En tous les cas, dans le groupe Air France, c'est comme ça que ça se passe. Bon, toujours au commandant de bord, combien ça coûte un plein d'avion? Bah, ça va dépendre de combien on met de kéro dedans, de mémoire. De kérosène, c'est ça, c'est kérosène, de l'essence pour les voitures. Alors, moi, j'ai des prix qui sont un peu anciens. On était aux alentours de 550 euros la tonne de kérosène. Pour faire simple, moi, j'ai jamais fait le plein, en fait. Enfin, on le fait pas. Le but étant pas c'est pas une citerne, un avion. C'est le but de l'avion. Il faut combien de tonnes de kérosène pour faire un vol de 4 heures, par exemple? Eh ben, ça va dépendre. Si c'est 4 heures, j'ai presque envie de dire, il va me falloir à peu près 8, 10, une dizaine de tonnes. Dizaine de tonnes. Parce qu'il me faut des réserves. Voilà, il faut d'abord le pétrole pour aller à destination. Donc les fameuses 4 heures, là, vous m'avez dit. Puis ensuite, il va nous falloir a priori un terrain de dégagement si ça se passe pas bien, si la météo s'est dégradée, s'il y a un problème sur le terrain. Et puis il va falloir quand même des réserves parce qu'on peut pas arriver avec les réservoirs vides. Donc on va mettre beaucoup plus de pétrole évidemment que ce qu'on va consommer, plus éventuellement ce que le commandant de bord décide. C'est de sa responsabilité et à lui uniquement. C'est d'ailleurs lui qui signe le plein de pétrole. On met toujours ce dont on a besoin pour faire l'étape. En fait. Donc vous jouez entre 5 et 10 000 euros pour un... Moi, j'en sais rien, on met, je sais pas, 5 tonnes, 6 tonnes pour en cramer peut-être 2,5, voilà. On va pas se mentir, il y a des passagers qui sont un petit peu chiants, un petit peu relous. C'est quoi un passager chiant? Là, je m'adresse à vous, Claude. C'est quoi un passager chiant? Vous dites, celui-là, il est relou. Déjà, on va dire que 95% des vols se passent très bien, voire même un peu plus. Bon, c'est les 5% qui vous intéressent. On remarque avec le temps qu'il y a quand même de plus en plus de passagers qui sont indisciplinés, qui vont mal nous parler, qui peuvent aussi être parfois un peu violents dans la parole ou autre chose. Ils vous disent quoi, par exemple? Des noms d'oiseaux. Ils sont pas contents. Mais pour quelle raison? Pour les retards? Parce que ils ont pas le repas qu'ils veulent, parce qu'ils se sont pas assis à côté de leur famille, pour des choses parfois qui sont assez simples. Mais pour en revenir à ce dont vous allez parler tout à l'heure, de la peur de l'avion, ça joue beaucoup aussi. Les gens ont beaucoup peur dans l'avion. Donc ils se lâchent, quoi. Donc ils sont plus stressés et ils sont beaucoup plus donc, dans la réaction, dans le sentiment. Bon, là, ça me gêne de poser cette question à un papa et sa fille, mais est-ce que vous avez déjà eu vent de petites bêtises dans l'avion entre des passagers? C'est-à-dire, alors je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà assisté à des rapports sexuels à bord? Bon, il y a plein d'histoires après, mais sinon, non, moi je... Vous pouvez pas nous en raconter une? Je sens que vous allez nous raconter une petite histoire. Non, je balancerai pas, il y aura rien de croustillant. Non, c'est pas possible. Non, il y a, après, voilà, vous allez enfermer pendant 2 ou 3 jours des gens qui vont partir ensemble, qui vont aller dormir à l'hôtel ensemble. Voilà, c'est comme dans les bureaux, peut y avoir des aventures, peut y avoir des rapprochements entre les gens, peut y avoir plein de choses. Mais dans l'avion. Mais dans l'avion. Non, dans l'avion, en principe, les gens travaillent, ils sont pas là, voilà. C'est pas hyper propre un avion. Voilà. Ah, c'est pas hyper propre. Non. Franchement, moi, c'est pas propice. Non, c'est vraiment pas propice. Et entre les passagers? Le plus croustillant, moi j'ai juste vu quelqu'un qui regardait une vidéo sur son téléphone, mais c'est tout. Ah, voilà. Une vidéo dont on n'a plus le droit de regarder en France. C'est ça, qui sont interdites en ce moment sur les sites fermés. D'accord. Et vous voyez ça, comment vous réagissez? On lui demande gentiment de l'éteindre, et on essaie de le prendre à part pour pas qu'il se sente
humilié devant tout le monde, et on lui explique que c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Il n'avait pas les haut-parleurs quand même, non, il avait les oreillettes quand même. Oui, non, on n'entendait pas. Ah, on n'entendait pas. Vous avez déjà eu vent de ce genre de situation à bord? Non, je crois pas, non, en principe. Puis on nous rapporte pas tout, hein. Enfin, les hôtesses souvent arrivent à gérer la cabine. Pour que ça arrive jusqu'au commandant de bord, faut vraiment que ça chauffe fort derrière et que ce soit très indiscipliné. Ah, donc des disputes. Il faut qu'elles arrivent plus, ou qu'ils n'arrivent plus à gérer la cabine pour en venir à nous dire j'ai un problème avec tel passager. Voilà. Ça vous est déjà arrivé pendant votre carrière? Ah oui, bien sûr. Oui, des passagers indisciplinés, on en a pour plein de raisons. C'est ce qu'elle expliquait, c'est-à-dire que les gens arrivent. Déjà, ils arrivent dans l'aéroport. J'ai l'impression qu'ils perdent d'un point de vue cognitif 20% de leur intelligence déjà en rentrant dans l'aéroport. Mais racontez-nous, est-ce qu'il y a une fois qui vous a marqué dans votre carrière, vraiment un passager hyper indiscipliné? Mais plein de fois, c'est-à-dire sur des histoires de bagages. C'était souvent sur des histoires de bagages, ils étaient pas contents parce que on pouvait pas laisser des bagages aux issues de secours. C'est comme ça, on peut pas laisser de bagages aux issues de secours. L'avion il partira pas tant qu'il y a un bagage aux issues de secours. Mais est-ce que vous avez déjà assisté à une bagarre ou des insultes? Oui, moi des insultes j'en ai vu, et donc on sort les gens, c'est pas très grave, c'est-à-dire qu'on leur demande soit de sortir gentiment. Enfin, à chaque fois j'ai dû intervenir les passagers de l'avion. Ah oui. Racontez-nous. Voilà, par exemple sur des histoires de bagages où le ton monte à un moment donné, où le gars refuse d'enlever son bagage qui est à une issue de secours. À un moment donné, la chef de cabine vient me voir en me disant moi j'ai un problème, j'ai une valise, le gars refuse de l'enlever. Donc je vais le voir et puis je lui dis en fait l'histoire elle est extrêmement simple. Je lui dis d'abord j'écoute. Voilà, je dis bonjour monsieur, il semblerait qu'il y ait un problème. Alors souvent il me répond je sais pas pourquoi votre hôtesse elle m'en veut. Alors ça commence comme ça, je me dis je suis pas sûr qu'elle soit réveillée ce matin en se disant je vais faire chier quelqu'un. Non, ça fait ça. Donc j'écoute, je dis d'accord et puis à la fin je dis voilà, je vais vous expliquer, c'est très simple en fait. Vous allez sortir. Non, c'est très simple, vous avez le choix entre 3 choses. Soit vous faites à peu près ce qu'on vous dit, vous allez voir ça va vachement bien se passer. C'est vrai, hein. Soit vous sortez de l'avion, commandant de bord, soit je vous sors entre 2 flics. Voilà, maintenant il faut me dire ce que vous choisissez. Et ça vous est déjà arrivé de faire sortir des passagers entre 2 flics? Oui. Et une histoire qui vous revient en tête? Voilà, quelqu'un qui refusait d'enlever. Moi je lui dis c'est simple, votre valise, moi j'y toucherai pas, donc elle ne restera pas là. Donc en plus il y avait de la place dans le rack au-dessus et il voulait pas. Voilà. Après il y a des gens qui donc vous l'avez fait sortir par escorte policière? Ah oui, il refusait. Comment ça se passe? Vous appelez Ah oui, c'est très rapide. Très rapide. Et puis ils adorent ça. La GTA, la gendarmerie de transport aérien, ils adorent ça. Ils arrivent, ils débarquent. Ils arrivent, ils prennent le type, Et puis il est sorti de l'avion. Oui, il est sorti de l'avion, voilà. Après il y a des histoires, il y en a plein comme ça, mais c'est souvent lié à de la peur en fait à un moment donné. C'est vrai. Hein, c'est souvent ça. Ouais. Ils ont peur et d'un seul coup, ils commencent à stresser. En parlant de la peur, restez avec nous dans un instant. On aura une psychologue qui viendra nous dire comment éviter d'avoir peur avant de prendre un avion ou pendant l'avion, pendant le vol et qu'il y a des petites turbulences. Donc elle nous dira ça dans un instant. Une petite question sur les retards. C'est vrai que c'est un peu chiant. Ça peut aussi créer l'énervement chez certains passagers. Pourquoi il y a très souvent des retards sur les avions? Alors en fait, les retards sont souvent en fin de journée, ça va être l'accumulation de petits retards. Si un avion va faire, par exemple, il fait pas juste un aller-retour dans la journée, hein, l'avion. L'avion, il va être engagé au maximum. Un avion, ça rapporte de l'argent quand c'est en l'air. Quand c'est au sol, ça coûte de l'argent. Donc le but, c'est que ça vole. Donc on va lui faire 6, 7, 8 étapes dans la journée. Et donc, à un moment donné, s'il commence à prendre du retard, ça va s'accumuler en fin de journée. Le retard sera là. Alors c'est dû à quoi? C'est dû de temps en temps autour de l'avion. Vous me demandiez tout à l'heure quel était mon job. J'aurais pu vous répondre. Mon job, c'est de m'assurer que tout le monde fait le sien autour de l'avion. C'est ça mon job en fait. Voilà. Et à partir de là, s'il y a quelqu'un qui fait pas le sien ou qui le fait mal ou qui est pas là, ça va générer du retard parce que la personne, on ne peut pas la remplacer. C'est-à-dire contrôler les pneus, le plein, les bagages. Si le pétrolier, il arrive pas. Ouais. Donc moi, tant que j'ai pas le pétrole à bord, je n'embarque pas, sauf directive particulière ou si. Donc pour éviter le retard, vous êtes en train de nous dire qu'il faut mieux prendre des vols le matin. A priori, les premiers vols du matin ont moins de chances d'être en retard. Maintenant, peut y avoir de la météo aussi qui va générer ce qu'on va appeler des créneaux. On peut avoir des créneaux, c'est-à-dire une obligation de décoller dans une fenêtre très particulière d'un quart d'heure. Donc faut qu'on se débrouille là-dedans. C'est le contrôle aérien qui va dire moi ma zone est saturée, donc vous ne pourrez décoller. Vous vouliez partir à 7h30, vous pourrez partir qu'à 7h45. Très bien, mais ça veut dire que le quart d'heure que je viens de perdre là,
je sais pas où je vais le récupérer dans la journée. Et à la fin de la journée, je risque de cumuler plusieurs retards. Voilà. Autre chose embêtante pour les passagers pendant le vol, c'est le décollage et l'atterrissage. On nous demande de nous mettre le mode avion, de baisser les accoudoirs, de relever le siège, de relever les cachublots. C'est bon, j'ai l'information. Voilà. Pourquoi tous ces trucs contraignants? Là, je m'adresse à l'hôtesse de l'air. C'est vous qui passez contrôler là, comme ça. C'est principalement pour assurer la sécurité du vol. C'est-à-dire que les phases les plus critiques dans l'avion, ça va être le décollage et l'atterrissage. Et si on demande de relever les tablettes, les dossiers de siège, c'est s'il y a une évacuation pour que tout le monde puisse partir de manière plus rapide. Et les hublots, c'est pour voir s'il y a un feu ou quelque chose, pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'extérieur, savoir si on peut évacuer par cette porte-là ou s'il va falloir rediriger les gens de l'autre côté. D'accord. Et le mode avion, pourquoi on est obligé? Il y a un mode avion sur le téléphone. Pourquoi c'est un mode avion? Pourquoi on doit l'activer lorsque c'est le décollage ou l'atterrissage? Parce que tout simplement c'est des ondes et qu'on a énormément d'appareils qui fonctionnent avec des ondes et ça vient nous perturber et c'est vraiment c'est réel. D'ailleurs on entend dans les casques qu'on porte pour communiquer avec le contrôle, on entend souvent les gars quand ils ont pas mis les téléphones en mode avion, on entend quand on approche du sol à nouveau les téléphones se mettent en mode de recherche et on les entend biper dans les casques. Non, incroyable. Ah oui, on les entend biper. Donc voilà, donc j'ai presque envie de dire moi je savais quand quelqu'un n'avait pas mis son téléphone en mode avion, je l'entendais dans mon casque. Et donc c'est limite dangereux pour le vol si on met pas nos téléphones en mode avion. C'est-à-dire qu'à un moment donné ça va perturber, ça même plus loin que ça. Il y a des fois où il y a du brouillard, où il y a du brouillard, on est obligé de faire ce qu'on appelle une 4-3, c'est-à-dire un atterrissage tout temps dans du brouillard. Et là on vous demande même de le mettre sur off. Il faut complètement l'éteindre. Ouais, complètement. Et alors là, c'est très compliqué de faire éteindre les téléphones à tout le monde, c'est une galère. Racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a? On dispute? On peut pas vérifier. On peut pas vérifier réellement, on le fait, mais les gens, je l'ai déjà mis en mode avion. On vous demande de l'éteindre complètement. Et pourquoi les lumières, elles s'éteignent au décollage et à l'atterrissage? Pourquoi on réduit un peu les lumières à bord? C'est la nuit, ouais. C'est pour qu'il y ait la même visibilité, en fait, dans l'avion et à l'extérieur. Pour s'habituer, pour que l'œil s'habitue si on doit évacuer. Si on évacue, au moins, on n'a pas de choc visuel entre l'extérieur et l'intérieur de l'avion. On va passer à l'info de base et on va revenir sur un truc qui est beaucoup plus triste, c'est le crash qui a eu lieu en Inde il y a quelques jours. Donc Chloé va céder sa place dans un instant à une très grande psychologue que vous allez voir, elle va être avec nous dans un instant, elle s'appelle Aurélie Barnabo. D'abord, regardez quelques images du crash qui a eu lieu il y a quelques jours en Inde. Voilà pour ce terrible drame qui a eu lieu il y a quelques jours en Inde. C'était le vol Air India, c'était le 12 juin qu'il allait vers Londres et près de 300 morts au total si on compte tous les passagers à bord, plus les civils qui sont morts parce qu'ils étaient à côté du lieu du crash. Vous avez, j'imagine, suivi ce crash, cet épisode. Qu'est-ce qui a pu se passer selon vous? Parce qu'on a vu que c'était au moment du décollage. Oui, alors pour l'instant, on saura tout, comme toujours en aviation. Grâce aux boîtes noires. Oui, et grâce aux boîtes noires, on saura tout. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est de manière très factuelle. Il faisait très chaud ce jour-là, 37 degrés. Il faut savoir que l'avion aime pas la chaleur. Les réacteurs sont moins performants et l'avion est moins porté par ses ailes quand il fait chaud. Donc sans doute c'est un vol long courrier d'une dizaine d'heures pour rejoindre donc l'Inde à l'Angleterre. Donc il devait être sans doute très chargé. Il a décollé donc une température très haute. Donc je pense sans doute ce qu'on va dire en toga, c'est-à-dire plein pot, c'est-à-dire pas de réserve de poussée, c'est-à-dire pleine poussée. Il a dû décoller. Alors sa première chose factuelle, 37 degrés, très chaud, ça aide pas. La deuxième chose qu'on voit, c'est il a le train sorti durant toute la phase de montée et puis après quand il va commencer à descendre, ce qui est une anomalie en principe assez rapidement, il doit rentrer son train. Donc on ne sait pas pourquoi le train est resté dehors, ça c'est une première anomalie. Et il semblerait, avec les images qu'on a vues, alors elles sont pas très nettes mais malgré tout, que l'avion soit lisse, c'est-à-dire sans voler. Et ça, à nouveau, c'est une question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut amener à ce qu'ils aient décollé? En principe, quand on décolle, on va décoller
sur tous les avions du monde, on décolle avec le premier cran de volet en principe et on va atterrir avec tous les crans de volet sortis. Les volets, c'est ce qu'il y a au bout des ailes qui va sortir et qui va agrandir et courber un petit peu l'aile. Voilà. Donc on décolle, on va en mettre un petit peu et on atterrit, on met tout. Voilà. Et donc là, il était lisse, c'est-à-dire que tous les volets étaient rentrés pour ce que j'ai pu en voir, alors, pas très net, mais malgré tout, il semble vraiment être lisse. Le train est sorti, c'est une anomalie, c'est-à-dire évidemment il va décoller avec le train, mais rapidement il va le rentrer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'en sais pas plus. Mais maintenant, il a passé un Mayday. Les premiers éléments des pointes noires, d'ailleurs, qui sont pas noires, qui sont jaune-rouge, c'est ça? Orange. Donc, qui permettent d'avoir tout ce qui s'est passé dans le cockpit pendant le vol. On entend Mayday. Donc, un système, enfin, c'est ce que vous dites, les pilotes, quand vous êtes vraiment en phase d'urgence, imminente. Là, on voit que c'est pas une anomalie technique, puisque sinon, ils auraient pas dit Mayday. Ah ben, on n'en sait rien, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont passé un Mayday. Alors, quand on passe un Mayday, ça signifie qu'on n'est plus en mesure d'être maître de notre trajectoire. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mesure de maintenir la trajectoire sur laquelle on va nous attendre. C'est ça que ça signifie. C'est pas humain, c'est plus technique qu'humain. Ça peut être plein de choses. Ouais. Ça peut être plein de choses. Un Mayday, ça peut être plein de choses. Moi, si j'ai mon copie qui fait une crise cardiaque, je vais passer un Mayday parce que là, le gars, il s'agit de se poser vite pour le sauver. Voilà. Mais sinon, oui, ça va être. Vol Air India, mais mais là, ça va être. Ils ont passé un Mayday a priori parce que ils avaient un problème. Alors, ça peut très bien être aussi, parce qu'on voit les images, l'avion redescendre légèrement scabré. Ça peut être, j'y crois pas beaucoup, mais ça peut être une pollution du carburant qui fait que les deux réacteurs s'éteignent et à ce moment-là, ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller. Mais il y a cette interrogation sur le train sorti et les volets qui semblent pas déployés. Voilà. Mais on saura tout, hein, les boîtes noires vont tout nous dire, hein. Tout. Bon, à chaque fois, on le sait grâce aux boîtes noires. C'est pour ça que c'est un peu compliqué quand on les retrouve pas, quoi. Là, on les a retrouvées. Bon, on nous a rejoint sur le plateau de la base Aurélie Barnabo, psychologue, conférencière et auteur. Merci beaucoup Aurélie d'être avec nous. Avec plaisir, merci à toi. Vous êtes vraiment hyper sympa d'être venu dans la base pour nous éclairer sur cette angoisse autour de l'avion, quand on a peur de l'avion, et puis on va évoquer également avec vous les crashs. D'abord, une petite question, toujours sur le vol d'Air India. Je ne sais pas si vous connaissez qui est ce monsieur, il s'appelle Vishwash Kumar Ramesh. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un garçon qui était assis au siège 11A. Absolument, au siège 11A, et il a miraculeusement survécu. Ouais, c'est le terme. Miraculeusement, c'est le terme. Comment vous l'expliquez? Ah bah, je l'explique pas, c'est miraculeux. S'il n'était pas croyant, il le deviendra. Hein. Non, mais comment c'est possible que tous les passagers décèdent et lui, il en sort avec quelques égratignures? Enfin, comment c'est? J'en sais rien. Même lui, je crois qu'il est pas capable de dire ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire que d'un seul coup, il s'est retrouvé à l'extérieur de l'avion. Il a dû être éjecté ou pas. Enfin, c'est miraculeux. Hein. Il n'y a pas d'autre terme. Déjà, quand il y a un survivant, qui est en principe à l'arrière, c'est déjà miraculeux. Alors c'est ça. Alors ça c'est une question que je voulais aborder avec vous. C'est lorsqu'on a peur de l'avion, où est-ce qu'il faut s'asseoir? Parce que en réalité, je crois que les places à l'arrière sont celles qui ont le plus de chances de survie en cas de crash. Racontez-nous. Non, la meilleure place dans l'avion, moi je vais vous dire, hein, c'est le siège sur lequel j'étais assis. Mais c'est la meilleure place. Oui, mais on peut pas acheter la place là. Celle-là, elle coûte à la compagnie, elle ne rapporte rien, je peux vous le dire. Voilà. Non, il semblerait sur des statistiques, alors il y en a assez peu, malgré tout, dans l'aérien, on aime beaucoup compiler des données, faire des statistiques. Il semblerait qu'en effet, quand il y a des survivants, ce soit plutôt à l'arrière de l'avion, et pour une raison assez simple, hein, c'est qu'il n'y a pas de marche arrière sur un avion. C'est-à-dire qu'il ne recule pas. C'est-à-dire qu'il va aller vers l'avant et il va pas tomber comme ça, et s'il doit cogner quelque chose. Donc en fait finalement votre place c'est la moins avantageuse en cas de crash, quoi. Oui, mais comme je suis pas suicidaire. Mais donc alors vous êtes en train de dire à ceux qui nous regardent que les places qui sont à l'arrière de l'avion sont celles... Non, mais attendez, on va faire simplement. Oui, l'avion est safe d'une manière générale. On va commencer par ça. Non, mais là, on parle de crash, après, on va rassurer les gens. Non, on peut pas dire que c'est dangereux et tout ça. Au contraire. Non, voilà. Maintenant, quand il y a un problème, en effet. Et statistiquement, les places à l'arrière. Ouais, c'est les places à l'arrière. Et ça s'entend, puisqu'en effet, c'est par l'avant que ça cogne, en principe. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que pilote lorsqu'on voit qu'il y a un crash aux informations? On sent, c'est la différence entre impliqué et concerné. Voilà, on se sent vraiment. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu très peur vous pendant un vol? Non, alors non. Et pourtant j'ai déjà eu peur dans la vie, mais jamais j'ai eu cette chance-là de jamais avoir peur, d'avoir fait 26 ans en ligne et de jamais avoir eu peur. J'ai été surpris des fois, on peut être surpris, voilà, mais j'ai jamais eu peur.
Quelle est la phase la plus critique pendant un vol? C'est le décollage, il y a aucun doute, hein, c'est le décollage. Où on est extrêmement concentré, l'atterrissage aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y a plus d'accidents à l'atterrissage. Qu'est-ce qui est pire entre le décollage et l'atterrissage? Pire, pour moi, il n'y a rien de pareil. pire. Ouais. Non, il n'y a rien de pire. Vous me demandez, voilà, je vous dis, ce sont des phases critiques du vol, parce qu'on est près du sol, parce qu'on est en basse vitesse, parce que au décollage, l'avion est chargé de pétrole, parce que, voilà. Mais en réalité, non, il n'y a pas de... Vous avez déjà eu à gérer une situation un peu compliquée, un peu dangereuse? Oui, j'ai coupé un réacteur en exploitation avec des passagers à bord parce qu'on avait été foudroyés, voilà, au décollage de Rome. Ouais. Ouais. Racontez-nous. Allez, je vous raconte. Allez, on décolle de Rome, il y avait des orages de vent, donc on met le radar météo pour les éviter, donc on décolle, on arrive un peu à les éviter, etc. Et puis d'un seul coup, on se fait foudroyer. Ça arrive, hein. Alors c'est pas très grave, hein, en soi, hein, de se faire foudroyer. L'avion agit comme ce qu'on appelle, alors pour les gars qui ont fait un peu de physique dans la vie, comme une cage de Faraday, c'est-à-dire que ça va évacuer. Par contre, l'endroit où la foudre va rentrer va laisser un point et la foudre va ressortir par un autre endroit. Et en fait, au moment où on se fait foudroyer, là, à ce moment-là, d'abord, on est surpris. On a un énorme flash, on a l'impression que quelqu'un a posé un gros pétard juste à côté de soi. Et ça, c'est vrai pour quelle que soit la personne dans l'avion. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous eu l'impression que c'était à côté de nous. Voilà. Bon. Et donc pendant une quinzaine de secondes, l'avion va se demander un peu ce qui lui arrive. Donc il va y avoir un paquet d'alarmes qui vont arriver. Et puis doucement, les alarmes vont disparaître parce que l'avion évacue tranquillement tout ça. Voilà. Et puis jusqu'au moment où il nous est resté une alarme sur une pression d'huile d'un des réacteurs. Voilà. Et donc on n'était pas capable de voir ce qui se passait réellement. On avait une pression d'huile dans le rouge. C'est comme sur votre voiture, hein. Si vous avez plus d'huile sur votre moteur, le moteur il va finir par casser et serrer. Sur un réacteur, c'est pareil. Donc à un moment donné, il y a une procédure qui consiste à réduire le réacteur, de regarder un petit peu, puis finir par le couper. Et tous les donc vous avez volé avec un seul moteur. Alors il faut comprendre que en fait tous les avions, tous les bimoteurs en fait sont des avions qui volent très bien sur un moteur. Voilà. On en met deux parce que on est tous des gens prudents. Mais on pourrait en fait voler avec un seul réacteur. Ah oui, et on vole très bien puisque moi, écoutez, pendant toute la procédure, j'ai laissé, on a coupé, on a réduit, on a coupé, on a fait ce qu'il y avait à faire et on a continué à voler sur un réacteur. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'à la destination, vous avez dû atterrir d'urgence, bien sûr. Non. Mais par contre, ça nécessite un petit peu de temps pour gérer, reconditionner l'avion, voilà, s'occuper de tous les systèmes. Vous étiez stressé à ce moment-là? Non, pas du tout. Non, on sait ce qu'on a à faire et on le fait. Ouais. On est deux devant et puis on sait chacun ce qu'il a à faire. Jamais dans votre tête vous vous dites oula, ça pue. Non, ça arrive, voilà, il fallait bien que ça, j'ai envie de dire, voilà, j'ai eu ma panne moteur, dans une carrière, on a tous une panne moteur, moi je l'ai eu au départ de Rome, voilà. C'était la situation la plus compliquée que vous ayez à gérer celle-là? C'est la situation la plus compliquée parce que, voilà, il a fallu réatterrir sur un moteur, j'ai laissé l'avion monter, pour vous dire, il est monté jusqu'à 14 000 pieds sur un seul réacteur, et l'idée c'était de mettre de l'eau, voilà, entre la quille et nous, donc je l'ai laissé monter, puis on s'est reposé 10 minutes après à Rome. Les passagers, pour vous dire, se sont rendus compte de rien. Hein. Ils sont pas du tout, à part le fait qu'on avait été foudroyés, mais on leur a fait une annonce. Nous, en tant que passagers, on a déjà vécu ça sans le savoir. Il y a pas de valeur ajoutée à ce que j'allais vous dire. J'ai coupé un réacteur. Quoi. Non, mais il y a aucune valeur ajoutée. On est d'accord. C'est vrai que ça sert à rien d'avertir les passagers dans ce cas-là. C'est pour entendre les gens hurler. Non, mais moi, parce que nous, on n'a pas conscience vraiment de ce que ça veut dire. Là, vous nous l'expliquez, mais si on. Non, mais ça vole très bien sur un réacteur. Très très bien. Alors souvent, les passagers ont peur au moment des turbulences, parce que l'avion bouge un petit peu, etc. Mais est-ce que c'est grave une turbulence? Bah non. Alors après, il y a différentes turbulences. Hein. Si vous êtes dans des nuages d'orage, des cumulonimbus, là, il va y avoir des turbulences qui peuvent être extrêmement dangereuses. Après, il peut y avoir aussi des turbulences. C'est pour ça que moi, je vous le dis, hein, quand on enlève les ceintures, je vous conseille de rester attaché. Hein. Ça n'a aucun intérêt de se détacher dans un avion quand on est assis, hein. Autant rester attaché, parce que s'il se passe un truc, vous pouvez monter au plafond. Alors vous allez pas vous faire bien mal parce que c'est assez lisse. Par contre, quand vous allez redescendre, ça va faire mal. Il y a des accoudoirs, il y a beaucoup de choses. Là, vous pouvez vous faire très mal et ça arrive régulièrement. Donc dans un avion, moi je vous le dis, hein, restez attaché tout le temps. Moi, je suis toujours attaché dans l'avion au passager, je suis attaché. Hein. Il y a que quand je vais aux toilettes et si je pouvais rester attaché pour aller aux toilettes, je resterais attaché. Hein. Bon, les turbulences, c'est ce qui fait le plus peur généralement aux passagers. Vous, en tant que psychologue, comment on peut gérer ça quand on est dans un avion et qu'on a peur de la turbulence?
En fait, c'est déjà très important de réussir à contrôler un petit peu son rythme cardiaque, parce que quand on a peur, le rythme cardiaque il va s'accélérer, Donc toutes les techniques qu'on entend de respiration pour réussir un petit peu à s'auto-calmer. Et puis aussi, on peut avoir un petit objet d'ancrage, que ce soit mâcher un chewing-gum, que ce soit avoir quelque chose qu'on tient dans les mains, une musique douce pour nous calmer en fait et nous ancrer dans le moment présent. Parce que généralement, les peurs, elles sont assez la peur d'un avion, elle est rationnelle, mais tout comme on pourrait avoir peur d'aller dans une voiture, en fait. Mais elle est beaucoup alimentée Alors que statistiquement, on a beaucoup plus de chances de faire un accident avec une voiture que dans un avion. Clairement, en fait. Et comme il disait tout à l'heure, c'est parce que lui, on contrôle, il commande. Mais nous, vu qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe, on peut avoir beaucoup plus peur, alors qu'au final... sur 100 vols, il y en a peut-être un ou deux qui se passent. Alors justement, on va passer au bazar. Bazar, c'est le débat et c'est la question que je voulais vous poser aujourd'hui. Est-ce normal d'avoir peur de l'avion? Comment on fait quand on a peur de l'avion? Est-ce qu'il faut prendre un petit cachet? Est-ce qu'il faut respirer calmement? Est-ce que si on a peur de l'avion, faut tout simplement pas le prendre? Vous allez répondre à toutes ces questions. D'abord, juste une petite question parce qu'on parlait du crash d'Air India il y a quelques minutes. Comment on fait lorsque on est une famille pour se reconstruire après un drame comme ça? On prend le temps en fait. Et je pense que c'est important de se dire que après avoir vécu ce genre de situation hyper traumatique, c'est important de se laisser le temps de faire notre deuil, de se reconstruire, de pas vouloir aller trop vite parce que c'est un vrai trauma de perdre des membres de sa famille, de même nous avoir survécu alors que le reste de notre famille est décédé. Donc c'est important de prendre le temps, de se faire accompagner si besoin, d'avoir un soutien psychologique, de pas se renfermer sur soi pour pas partir non plus en dépression et avoir des pensées suicidaires. C'est important vraiment de prendre le temps parce que c'est un événement hyper traumatique. Et comment on fait par exemple pour le vol MH370 qui n'a jamais été véritablement retrouvé? On a retrouvé des débris, etc. Mais les proches n'ont jamais eu de confirmation ni les corps de leurs proches. Comment on fait quand on sait pas? En fait, c'est important de se dire que on fait le deuil d'un être aimé dans tous les cas. Même si on sait pas, même si on comprend pas ce qui s'est passé, dans tous les cas, il faut faire ce deuil. Et le deuil, c'est pas, c'est bon, il est mort, on passe à autre chose. C'est ce qu'on porte toute une vie finalement, et d'accepter que cette personne, elle fait partie de nous, on a des souvenirs, mais que elle n'est plus. Et de prendre le temps et d'accepter aussi la tristesse. Je sais que beaucoup de mes patients se disent oui, ma famille me dit ça fait longtemps, il faut que je passe à autre chose. Mais on passe jamais vraiment à autre chose quand on a perdu un proche, quelqu'un qu'on aimait. Et c'est important d'apprendre à vivre avec ce deuil finalement. Et comment on fait pour reprendre l'avion lorsqu'on a été confronté à un accident aérien? De près ou de loin? On prend le temps. Non, c'est important en fait de se dire que donc cette peur, elle est là et c'est ok. On a plein de peurs dans la vie finalement, mais on fait avec. Le but c'est pas de s'empêcher de prendre l'avion, d'aller dans des belles destinations ou autres, mais c'est de se dire que ok, parce que c'est arrivé à un proche ou parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir vécu des turbulences, ça veut pas dire que ça va arriver encore une fois. Et exactement comme on disait tout à l'heure, on peut avoir beaucoup plus d'accidents dans une voiture, avec un train qu'un avion en fait. Donc de la même manière où il y a des accidents tous les jours de voiture et on prend tous les jours la voiture et on y va quand même, c'est un peu le même mindset en fait en avion, c'est de se dire, et au lieu de se dire et si l'avion crachait, et si même si finalement il y a des turbulences, même si j'ai peur, même si j'angoisse, mais j'y vais quand même. Et puis alors c'est très bien ce que vous dites. Comment on fait quand on a peur de prendre l'avion? Lorsqu'on réserve notre billet et qu'on se dit oh là là, je prends l'avion dans 2 jours, je suis pas bien, je suis en angoisse, etc. Comment on fait? Est-ce qu'il faut prendre un petit cachet? Est-ce qu'il faut faire des exercices de respiration? Est-ce qu'il faut regarder les statistiques pour voir que finalement l'avion est un moyen de transport? Non, on fait pas ça. Comment on évite de trop se renseigner sur ce qui a pu se passer, ce qui n'a pas pu se passer, parce qu'au contraire, ça va augmenter notre anxiété. C'est important d'avoir des petits rituels. Si par exemple, ça me fait du bien d'avoir ma valise qui est prête 2 jours avant, de voir telle personne, d'appeler telle personne. C'est important d'avoir ces petits rituels. Et puis après, si vraiment, que ce soit avec les techniques de respiration, avec la musique, avec toutes ces petites routines, ça passe pas. On peut aussi, il y a des médicaments pour le mal des transports, pour s'apaiser, la mélatonine, plein de choses comme ça. Ça veut pas dire on va se droguer pour aller prendre l'avion, mais c'est important en fait de se connaître. Un petit cachet, ça peut aider quoi. Ça peut aider pour se détendre en fait, mais tout comme ça peut aider quand on a du mal à dormir, quand on stresse avant un examen. Et encore une fois, c'est pas une drogue ou c'est pas quelque chose comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui va aider à réduire le stress. Et il y a des médicaments entre guillemets très naturels à base de plantes qui peuvent aider à ça. Et pourquoi on a peur de l'avion? Mais en fait, c'est une peur un petit peu, comme je disais tout à l'heure, qui est rationnelle, mais qui va être beaucoup imaginaire aussi, parce qu'on va s'imaginer plein de choses. Et puis c'est l'inconnu, on contrôle pas.
nous on n'est pas pilote pour dire je sais ce qui est devant moi et je peux contrôler. Donc on sent un petit truc, une petite turbulence, on sait pas ce que c'est. Et généralement là c'est trop bien ce que vous faites parce qu'on comprend plein de choses avec vos explications. Puis, généralement on se renseigne pas sur tout ce que ça veut dire. Donc ces peurs-là on peut les alimenter et puis pareil on peut regarder les infos qui nous montrent que les choses difficiles qui se passent. Donc si je comprends bien, on a peur de l'avion parce qu'on ne contrôle pas l'avion, sauf que ce serait beaucoup plus risqué de contrôler l'avion alors qu'on n'est pas pilote. Bah oui, du coup. Non, mais c'est dans le sens où... Vous êtes en train de dire finalement que c'est un peu ridicule d'avoir peur de l'avion. Alors, c'est pas ridicule dans le sens où on a tous des peurs, mais c'est important en fait de se dire que c'est pas cette peur-là qui va m'empêcher de faire quelque chose. Tout comme finalement, je peux avoir peur des animaux, des chiens alors qu'ils vont rien me faire. Enfin, c'est se dire que ok, j'ai cette peur, mais qu'est-ce que j'en fais et surtout d'où est-ce qu'elle vient cette peur? Parce que si je fais que regarder des films où il y a plein de crash, genre la série Lost ou des choses comme ça, faut éviter de regarder. Si on sait qu'on est sensible à ce genre de choses, ça sert à rien, ça va plus nous angoisser qu'autre chose. Et c'est important d'arrêter de se trigger, de se lancer un petit peu sur des... Vous avez les sous-titres. Hein. Merci. Mais d'arrêter de se donner des choses qui vont nous rendre encore plus anxieuses et de se détendre finalement. Donc si on a un petit peu peur de l'avion, faut éviter de regarder les séries ou les films où il y a des crashs, hein, où Liam Neeson qui parle avec quelqu'un dans l'avion là non-stop. Là, il faut éviter de regarder. Faut éviter en fait, faut se faire du bien quoi, c'est important. Et les annonces des turbulences, quand on dit voilà, restez sur votre siège, ça va secouer un petit peu, etc. Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est rassurant de dire voilà ce qui va se passer ou au contraire faudrait éviter de le faire? En fait, ça va dépendre des gens. Moi, je sais que quand je l'ai entendu parler là, j'étais en mode mais ouais, ok, je comprends mieux. Et du coup, dès que ça va se passer quand je vais prendre l'avion, je vais me dire, mais je me rappelle, il a dit ça, il a dit ci. Mais d'autres personnes, ça va juste les angoisser plus qu'autre chose parce qu'ils vont partir dans des pensées beaucoup plus anxieuses, donc ça va servir à rien. Donc ce qu'ils font, c'est très bien. Donc Aurélie, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que regarder la base, c'est un traitement. Vous écoutez Jean-Jacques, pilote, parler, et là c'est bon, on a plus peur de l'avion. Il faut écouter en fait des pilotes dire qu'en fait je pense, tout va bien. Ouais, c'est important de se rassurer et puis même de comprendre le fonctionnement d'un avion. Moi, j'ai trouvé ça fascinant et ça explique beaucoup plus de choses, quoi. Est-ce que vous avez pas aussi un devoir peut-être de rassurer un peu les passagers avec des annonces, dire que tout va bien? Si, évidemment. Non, faut le ciel dégagé. Non, faut ramener un peu d'humain dans tout ça, malgré tout. C'est-à-dire, faut montrer que à l'avant il y a quelqu'un qui est un petit peu comme vous, qui parle de la même manière, qui plaisante sur les mêmes choses. Voilà, c'est un métier sérieux, il y a aucun doute là-dessus, mais malgré tout. Et puis, pour les gens qui ont vraiment peur, alors je crois qu'à Air France, ils ont mis en place des stages pour expliquer un petit peu. Donc, ils emmènent des gens, alors ça vaut un peu de sous, hein, mais je crois que c'est assez efficace. Ils emmènent des gens au simulateur et ils leur montrent ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'un avion, ça volait très bien sur un seul réacteur. Voilà, ils leur montraient la manière dont les choses se passent. Et je crois que c'est assez efficace et les gens vont avec moins d'appréhension après dans l'avion. À partir du moment où on voit ce qui se passe, il y a moins d'appréhension. Moi, j'ai connu une époque, alors maintenant, évidemment que ça se pratique plus du tout, mais où on pouvait prendre des gens en poste et y regarder et ils étaient assez surpris de voir que, en fait, c'est assez tranquille, hein, à l'avant et heureusement, hein. Non, faut pas avoir d'excité, hein. non, mais c'est sûr. Hein. Bon, parmi les angoisses des passagers, il y a les turbulences, mais il y a également le fait d'être malade. Moi, je me suis toujours posé la question, je sais pas si vous, à la maison, vous l'êtes déjà posé, comment on fait si on est malade? Si on prend un vol, par exemple, on l'a dit tout à l'heure avec Chloé, qui est hôtesse de l'air, qui fait les vols jusqu'en Guadeloupe. Donc, elle traverse l'Atlantique. Comment on fait si on a une appendicite, si on a un problème de cœur, si on a quelconque souci en plein vol qu'on traverse l'Atlantique? Il faut se poser d'urgence. Comment on fait? On va pas se poser dans l'eau. Parce qu'il y a des petits aéroports en plein milieu de l'Atlantique. Oui, absolument. Ouais, il y a, alors pas au milieu de l'Atlantique, mais oui, il y a des aéroports de secours. Les avions peuvent pas, enfin, il y a des certifications très particulières qui s'appellent de l'ETOPS, c'est-à-dire que il faut pas que les avions s'éloignent plus de X minutes d'un terrain de dégagement, voilà. Et puis à bord d'un avion, les hôtesses, elles sont formées, elles ont une formation très particulière. C'est de la sécurité et du sauvetage, c'est-à-dire qu'elles savent, elles ont plus que des rudiments d'infirmières, c'est-à-dire qu'elles sont capables, en effet, de faire une perfusion, de faire un certain nombre de choses, voilà, de faire un massage cardiaque, de faire, et puis. Chloé reviendra dans un instant au Thésolaire, elle nous expliquera ça. Ouais, et puis statistiquement, on sait que sur un vol, il y a toujours au moins un médecin. Donc c'est pour ça qu'on peut faire une annonce en demandant s'il y a un médecin. Oui, bon, c'est pas bon signe a priori quand on entend ça, mais c'est qu'il se passe quelque chose. Vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, on est toujours à une proche distance d'aéroport. On n'est jamais perdu en fait. Non, on n'est
jamais, voilà, il faut qu'il soit à une distance qui soit certifiée sur un seul réacteur. On revient toujours pareil, elle n'a pas de moteur, c'est-à-dire que si d'un seul coup il perd un moteur au-dessus de l'Atlantique, eh ben il faut qu'il puisse être suffisamment proche d'un terrain. Alors ça va dépendre, il y a de l'étope, ça à 90, 180 minutes. Enfin ça va dépendre des certifications et des compagnies aériennes, est-ce qu'elles ont été capables de démontrer sur de la régularité. Et voilà. Mais oui, bien sûr. Non. Et d'ailleurs, si vous regardez Flight Radar ou autre, vous verrez que... Alors Flight Radar, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application sur laquelle on peut suivre les vols en temps réel. Si vous avez un avion au-dessus de vous qui passe, vous pouvez voir d'où il part et où il va. Et vous pouvez regarder et vous verrez qu'ils passent toujours tous par les mêmes endroits. C'est pas toujours le chemin le plus court, mais en tous les cas, c'est le chemin qui permet à un moment donné d'avoir des terrains de dégagement à portée. Voilà. Quel est l'aéroport le plus dangereux en France ? Le plus dangereux en France, des aéroports où l'aérologie est particulière, en Corse, il y en a quelques-uns, ils sont tous un peu particuliers. Calvi, je crois. Alors Calvi, face au nord, c'est particulier, on va rentrer dans la vallée et on va se tourner et on est plus bas que les montagnes, on est très proche, l'aile droite souvent est assez proche, faut pas avoir peur, voilà, des arbres, mais c'est normal, tout ça est normal, mais c'est vrai que par rapport Nice. à ce qu'on voit, non, Nice, non, si on sait nager, c'est pas dans... Est-ce que ça vous intéressez juste au-dessus de l'eau ? Ouais. Non, Nice, non, voilà, il y a Figari aussi en Corse, qui a une aérologie qui est problématique. Oui, mais il y a pas que la Corse, il y a plein de terrains dans les Antilles. À Saint-Martin, il est très particulier. Voilà. À Saint-Martin, vous avez un aéroport où, enfin, l'aéroport, il faut y aller, c'est juste au-dessus de la plage. Voilà, donc il y a des terrains qui ont des particularités, mais les pilotes sont formés autour de ça. Voilà, Calvi. Pour se poser à Calvi, il faut avoir suivi une formation particulière pour l'aéroport de Calvi. Et on est qualifié Calvi, et on est qualifié pendant un temps réduit, pendant un an. Si pendant un an, on n'a pas fait de Calvi ou on n'a pas fait un tour de Simu, on ne s'y posera pas. Voilà. Dernière petite question, est-ce que vous pouvez vous adresser à tous ceux qui nous regardent et nous dire un petit conseil si on est un angoissé de l'avion, un ou une angoissée de l'avion ? Alors, si on a un angoissé de l'avion, je pense que c'est important de se dire que c'est une peur qui certes est rationnelle, mais... l'avion c'est pas plus dangereux en fait qu'une voiture. Déjà rien que ça. L'avion c'est pas plus dangereux qu'une voiture et pourtant vous prenez la voiture. Beaucoup moins dangereux même. Beaucoup moins dangereux, comme il disait tout à l'heure, c'est safe en fait. C'est beaucoup plus safe qu'une voiture. Donc si vous prenez la voiture, prenez l'avion. On peut pas se déplacer en avion pour faire Porte d'Auteuil jusqu'à Porte-Maillot en fait. ou Lyon-Saint-Etienne, c'est compliqué. Ouais. Et donc aussi de se dire que voilà, il existe des techniques où on peut se détendre, se rassurer, de pas hésiter à prendre quelque chose qui nous rassure, écouter de la musique. Voilà, écouter de la musique, se détendre et puis avoir son petit rituel un petit peu cocooning et rassurant. Et puis ne pas hésiter aussi à poser des questions aux hôtesses de l'air si elles ont le temps pour nous répondre et puis voilà. Merci beaucoup Aurélie Barnabo, je rappelle vous êtes psychologue, conférencière et auteur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et j'espère que grâce à Aurélie, vous êtes maintenant rassurés et vous n'aurez plus peur de prendre l'avion. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup encore à Aurélie d'être venue. On rappelle le psychologue qui nous a donné plein de conseils pour éviter d'être angoissé en avion. Mais on va finir avec un petit jeu. Déjà un petit vrai faux, Vous me dites rapidement si je vous donne quelques situations, si c'est vrai ou si c'est faux. Les pilotes dorment parfois pendant le vol. Oui, bien sûr. Oui. Un avion peut être frappé par la foudre sans danger. Oui. Un pilote ne mange jamais le même plat que son copilote. Oui. Pourquoi ? C'est intéressant ça. C'est les intoxications alimentaires. Mais comme je disais tout à l'heure, l'aviation s'est nourrie d'expériences malheureuses et il y a eu par le passé 2 plateaux qui étaient les mêmes, 2 personnes qui ont été intoxiquées. Donc à partir de là, on a considéré que pour pouvoir contrer ce problème-là, il fallait que les plateaux soient différents. Un oiseau peut créer un crash. Alors créer un crash, non, mais peut provoquer des problèmes. La certification des réacteurs a été pendant très longtemps de manière marrante. On certifiait des réacteurs en envoyant des poulets congelés dedans. Congelés pour voir si les réacteurs tenaient. C'était de la certification. Je sais pas s'ils continuent à le faire, mais ça a été pendant longtemps comme ça. Donc un oiseau, non. Vrai ou faux, les toilettes d'un avion peuvent être ouvertes de l'extérieur. Oui. Vrai. C'est quoi, c'est en cas d'urgence ? Oui. Comment ça se Si fait ? quelqu'un fume dans les toilettes, si quelqu'un fait un malaise, on est capable d'ouvrir la porte de l'extérieur. D'accord, c'est intéressant à savoir. Merci pour le vrai faux. On passe au tu kiffes ou tu bases. Alors tu kiffes ou tu bases, c'est très simple. Je vous donne quelques situations et vous me dites si vous kiffez, si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas, vous basez. Les enfants qui crient à bord. Tu kiffes ou tu bases ? Je base. Moi, je les entends pas, donc je garde, je kiffe. Les bébés qui pleurent. Les bébés qui pleurent. Je kiffe. Non, mais les bébés, c'est pas
c'est pas de leur faute. C'est des bébés, on peut rien faire. Alors, les bébés, je kiffe, et les enfants, Un peu je moins, base. ouais. Les passagers qui applaudissent à l'atterrissage. Je dis merci. kiffe. Je dis merci, je kiffe. Ça vous fait plaisir? Bah, ouais, c'est toujours flatteur, hein. J'ai juste fait mon job, mais c'est agréable. Et quand j'entendais, je prenais le public adresse et je disais merci. Les passagers qui flippent dans l'avion. On parlait tout à l'heure de ça avec le psychologue. J'essaye, si je peux, on essaye de les rassurer. Ouais, on Tu les kiffes ou rassure. tu bases? Bah, on les rassure. On les kiffe, évidemment, Ouais. faut les cocooner. Bah oui. Vous kiffez tout le monde en fait. Ouais. Trop gentil. Ouais. Ryanair. Tu kiffes ou tu bases? Non, je base. Ouais, je base aussi. Vous basez? Mm. Alors c'est une compagnie qui est décriée parce qu'ils font beaucoup de suppléments, beaucoup de coûts, de bagages, etc. Oui, puis En interne aussi. ouais, ils ont des comportements. Voilà, après, voilà, moi j'ai eu la chance c'est compliqué parce que les gens ont besoin de bosser, de bouffer pour nourrir leur famille, et je peux comprendre qu'on bosse chez Ryanair. Alors je peux même éventuellement comprendre que les mecs ils restent un petit peu, mais dès qu'ils peuvent ils se cassent, quoi. Évidemment, ils restent pas. Il reste pas le C'est contrat l'enfer, cette social. compagnie. Non, le contrat social est un contrat dur, quoi. Par rapport à ce qui se pratique autour, c'est un contrat difficile pour les navigants. Et vous, pourquoi vous basez Ryanair? Pareil. Pour les mêmes raisons. Ouais. C'est des contrats difficiles, ils volent énormément, le salaire suit pas forcément, la fatigue. Et pour les passagers? Parce que vous savez, si on n'a pas le bagage qui fait exactement la taille... Bah, c'est leur modèle économique, Ouais. hein. Ils vous prennent tout ce que vous avez dans la poche, C'est hein. ça. Les voyages en jet privé, tu kiffes ou tu bases? Je voudrais bien pouvoir kiffer, mais je l'ai jamais fait. Je voudrais Pareil. bien pouvoir kiffer. Pareil? Ah bah oui. Oui. Donc vous kiffez en fait? Bah oui. Bah oui. Ouais, vous avez jamais conduit un jet? Un piloté plutôt. Non, un Non. jet privé, non. Jamais. Non, je fais de la ligne régulière. Tu kiffes ou tu bases les plateaux repas en classe éco? Moi je kiffe le petit gâteau à la pomme. Ah, petit gâteau à la pomme. Je suis sûr qu'elle en met de côté dans le chariot. Là. Ouais, c'est compliqué, la nourriture dans les avions. C'est compliqué parce que c'est pas terrible quand même. Tu On va bases. être franc. Ouais, c'est pas terrible. Mais, ouais, c'est compliqué. C'est Pourquoi on n'améliore pas? Je crois que maintenant il y a des compagnies qui font des partenariats avec des grands chefs et tout. Oui, mais malgré tout, il y a des normes sanitaires à respecter, la chaîne du froid à respecter, il y a plein de choses. Et c'est vraiment compliqué d'avoir une nourriture, bon, puis j'ai presque envie de vous dire, quand vous allez au restaurant, on vous file pas un billet d'avion. Oui. Bon. On sait pourquoi Jean-Jacques ne kiffe pas les plateaux repas en classe éco. Regardez-moi cette photo. C'est Jean-Jacques Ouais. qui se fait un petit fast-food dans le cockpit. Le cockpit, hein, les petites frites, voilà. le petit burger. Et ben voilà, c'est parce que justement les plateaux, Ouais. au bout d'un moment, on en est lassé. C'est-à-dire Donc, vaut que mieux manger un Mac froid que Tiède. tiède, qu'un oui, plateau repas en classe éco. au quoi. bout d'un moment, on en a assez, quoi. Puis voilà, c'est le quotidien. Voilà, mais c'est compliqué la nourriture dans les avions. Donc oui, on est toujours content de pouvoir manger un truc un peu différent. Tu kiffes ou tu bases l'annonce? Nous allons bientôt atterrir, alors qu'il reste encore 3 quarts d'heure. Ouais, je l'ai jamais faite, je base. Ouais, nous c'est la procédure. Pourquoi c'est toujours 1 heure avant d'atterrir? Non, c'est pas C'est une pas heure une avant, heure, c'est une demi-heure. non. Ouais, c'est une demi-heure, On c'est va le début de bientôt. descente. Nous, on a l'impression qu'on est déjà arrivé, mais Non, on est parce presque que- arrivé en vacances, mais non, mais en fait, il reste encore 3 quarts d'heure. Ouais, mais c'est parce qu'il va falloir laisser le temps justement aux hôtesses de préparer la cabine, d'être sûr qu'il n'y a rien qui traîne, pas de valise qui a valises, été de mise, sacs. de sacs, de manteaux, de machin. Il va falloir qu'elle range les plateaux, il va falloir qu'elle verrouille toutes les armoires qui sont dans les galets pour pas Dans que ça les se offices, balade. ouais. Dans les galets, c'est les offices, les cuisines. Voilà, donc ça demande un peu de préparation. Alors elles font ça vite maintenant, mais voilà. Et puis nous, on aime bien que les gens à un moment donné soient assis, attachés, pour être sûr que on fasse plus n'importe quoi. Voilà. Ouais, dernier, tu kiffes ou tu bases, un pour vous. Le copilote qui veut prendre les commandes, tu kiffes ou tu bases? Ah mais il prend tout le temps les commandes, une fois sur deux, il pilote. Ouais, mais qui C'est veut 80. qui veut prendre un peu le dessus sur vous, alors que c'est vous le patron, quoi. Non, je vais pas kiffer là. Ah, là, vous basez. Non, bien sûr, mais ça se produira pas. Ah, ça se produira pas, c'est lui le commandant. Et où tu kiffes ou tu bases celui qui demande 2 verres de soda? S'il est fini, je kiffe. Ah, pourquoi? Ouais. Ah ouais, parce qu'il y en a qui laissent leur... Ouais, le gaspillage. Ah, le gaspillage, écolo en plus. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Jean-Jacques et Merci. Chloé. Jean-Jacques, commandant de bord pendant près de 30 ans sur les compagnies Britair, Hop, une filiale d'Air France. Et puis Chloé qui est hôtesse de l'air pour une très célèbre compagnie et qui a la chance de voyager toutes les 5 minutes en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, et j'en passe des meilleurs. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci notre beaucoup. invitation dans Merci la base. Sacha, merci. À très bientôt parce que j'ai encore plein de questions à vous poser. Hein. Pas de Donc, problème. j'espère que vous reviendrez tous les deux.
en plus une émission père et fille, c'est magnifique, c'est la base. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission de la base. Merci à tous, à bientôt.